Bonjour, dans ce premier cours, je vais faire un rappel sur les circuits statiques et introduire l'amplificateur opérationnel que vous serez amené à utiliser en laboratoire très rapidement et tout au long du cours ELE 2611 pour divers montages. Voilà le plan pour ce cours. Je vais commencer par rappeler les lois fondamentales pour l'analyse des circuits. Ensuite, je rappellerai ce qu'on entend par composants statiques qui peuvent être passifs ou actifs. Je ferai ensuite des rappels sur la notion d'impédance d'entrée et de sortie des quadripôles, qui est une notion très importante quand on veut construire des circuits à partir de blocs simples. Ensuite, nous arriverons à la partie nouvelle de ce cours où on introduit l'amplificateur opérationnel. Donc on verra les principes généraux pour l'analyse des circuits contenant des ampli-op qu'on supposera pour l'instant idéaux. Et enfin, le cours se terminera par l'analyse de quelques circuits de base contenant des amplificateurs opérationnels. Alors tout d'abord, quelques principes généraux. Qu'est-ce qu'un circuit électrique? C'est simplement une interconnexion d'un ensemble de composants électriques. Alors il faut bien évidemment distinguer les circuits physiques que vous allez monter au laboratoire et les modèles mathématiques idéalisés qu'on va étudier dans ce cours. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles on a besoin de faire des modèles de circuits. Mais en gros, une des raisons principales, c'est qu'on a besoin d'une approche raisonnée pour la conception. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller au laboratoire et essayer toutes les combinaisons possibles de composants jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui marche. Alors comment décrit-on ces modèles de circuits? Eh bien, par des relations mathématiques entre les courants et les tensions dans le circuit. Ces relations peuvent être divisées en deux catégories. Alors d'une part, on a des principes fondamentaux qui sont les lois de Kirchhoff en courant et en tension. Et d'autre part, on a des relations mathématiques qui décrivent de manière approximative les composants physiques. Notez en passant que j'ai fait une faute d'orthographe ici sur Kirchhoff, qui prend 2 H. Alors les modèles de composants électriques sont obtenus par des considérations physiques, et on peut avoir différents modèles pour un même composant, plus ou moins complexes, suivant le degré de fidélité recherché. Alors notez que dans ce cours et aussi dans ELE 1601, les modèles mathématiques de circuits qu'on considère sont dits à paramètres concentrés. Alors en gros, ça veut dire que la longueur d'onde des signaux courants et tensions qui décrivent le circuit est très supérieure à la longueur caractéristique du circuit, ou encore que les fréquences de ces signaux sont suffisamment basses. Et c'est cette hypothèse qui nous permet de négliger les dimensions physiques de nos composants et d'écrire des lois comme les lois de Kirchhoff en courant ou en tension. Alors pour les circuits fonctionnant à plus haute fréquence, on doit utiliser d'autres méthodes d'analyse qui feront l'objet d'autres cours. Par exemple, pour des fréquences de l'ordre, disons, du gigahertz, on rentre dans le domaine des circuits micro-ondes, et on doit essentiellement retourner aux équations de Maxwell pour voir quelles approximations on peut alors faire. À des fréquences encore plus grandes, on rentre dans le domaine de la photonique, et là, on utilise essentiellement les lois géométriques de l'optique. Pour revenir à l'idée de modélisation de composants, voici ici un transistor bipolaire qui est un composant à 3 terminaux. Voici le symbole de ce composant. Et voici deux modèles possibles de ce transistor en termes de composants électriques élémentaires. Alors le choix d'un modèle plutôt que de l'autre se fera évidemment en fonction du but recherché. Le modèle de gauche sera plus utile en phase de conception, alors que le modèle de droite pourra être utilisé par exemple si on veut faire une simulation relativement fidèle du composant. Donc en conclusion, divers modèles de composants physiques peuvent être obtenus en étudiant leurs propriétés et en incluant plus ou moins de détails dans cette étude. Dans ce cours, on aura l'occasion d'étudier l'impact des imperfections de certains de nos composants sur la performance des circuits, mais l'étude de l'origine de ces imperfections fera plutôt l'objet d'autres cours qui seront plus proches des composants. Alors entrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet. En général, on décompose un circuit en un ensemble d'éléments, chacun pouvant avoir 2, 3 ou peut-être n terminaux. Et chaque élément peut être un composant simple ou lui-même un sous-circuit. Ensuite, on doit écrire les relations entre les courants et les tensions dans notre circuit. Et pour ça, on commence par faire pour chaque paire de terminaux, par exemple 1 et 2 ici, le choix d'une direction de référence pour le courant et pour la tension.
Donc par exemple, si j'ai I1 est égal à moins 1 mA ici, ça veut dire qu'un courant de 1 mA va physiquement dans la direction opposée au sens de la flèche. Et si V1 ici est égal à 1 volt, ça veut dire que le potentiel au terminal 1 est 1 volt plus élevé que le potentiel au terminal 2. Et vous voyez aussi que pour un composant, disons, à 3 terminaux, il faudra pour chaque terminal choisir un sens de référence pour les courants. Et entre chaque paire de terminaux, par exemple 1 et 3, il faudra choisir une direction de référence pour les différences de potentiel. Alors quelques définitions supplémentaires. Tout d'abord, un dipôle est simplement un élément à deux terminaux. Et vous devez revoir la notion de convention récepteur pour le choix de direction de référence d'un dipôle, où le terminal plus pour la tension est le terminal par lequel entre le courant. Ensuite, on a la notion de port, qui est simplement une paire de terminaux, tels que le courant qui entre dans le port est égal au courant qui sort. Donc par exemple, voici ici un port, et nécessairement un dipôle est un élément à un seul port par LKC. Un quadripôle, quant à lui, est un élément à deux ports, donc il a 4 terminaux, mais il y a des relations spéciales entre les intensités des terminaux. Donc par exemple, voici ici un quadripôle, et on doit avoir deux ports, 1 et 2, c'est-à-dire que par exemple, si on prend le port 2, le courant qui entre ici est égal au courant qui sort du port. Notez aussi, pour ce quadripôle ici, le choix standard des directions de référence pour les deux tensions, V1, V2, et pour les deux intensités, I1 et I2. Donc par exemple, l'intensité I1 ici sera positive si le courant rentre par le terminal plus de la tension V1. Notons aussi ici qu'un élément à trois terminaux, donc par exemple un transistor, peut être vu comme un quadripôle. Alors pour commencer ce cours, vous devez bien évidemment connaître et savoir appliquer les lois de Kirchhoff en courant et en tension. Donc pour commencer l'étude d'un circuit, on fixe arbitrairement un point de potentiel nul, donc ici ça serait le nœud 5. Et on associe à chaque nœud du circuit, donc par exemple voici le nœud 3, le nœud 4, un potentiel que j'appellerai EN pour le nœud N. La loi de Kirchhoff en tension dit maintenant qu'entre deux nœuds I et J, la tension VIJ est simplement la différence des potentiels EI moins EJ. Alors une formulation équivalente à cette LKT est que si je fais la somme algébrique des tensions autour d'une boucle de mon circuit, donc par exemple voici une boucle, je dois obtenir 0. Donc ici j'ai V1,5 plus V5,2 plus V2,1 est égal à 0. La loi de Kirchhoff en courant, que j'appellerai LKC, dit quant à elle que la somme algébrique des courants qui entrent dans une surface fermée est 0. Donc voici une surface fermée, voici une surface fermée, une autre. Donc si par exemple je considère cette surface autour du nœud 1, et ben j'obtiens que moins I1 moins I2 égale 0, ou bien encore I1 plus I2 égale 0. Alors vous vous rappellerez que le cas le plus utile d'application de LKC est le cas où la surface entoure simplement un seul nœud, et dans ce cas vous obtenez donc que la somme algébrique des courants qui entrent ou qui quittent un nœud est égale à 0. Enfin, comme exercice pour mémoire ici, je vous invite ici à écrire les différentes LKC pour les différentes surfaces indiquées sur la figure.